La période de 732 à 741 marque l'apogée de la puissance de Charles Martel. Figure centrale de l'histoire franque qui émerge comme le véritable souverain d'une Europe en transformation. Après sa victoire décisive contre les Sarrasins à Poitiers en 732, Charles Martel ne se contente pas de repousser la menace musulmane, mais entreprend une série de campagnes militaires et politiques qui vont profondément restructurer le pouvoir dans le monde franc. Bien que techniquement simple maire du palais, Charles Martel gouverne avec une autorité sans partage. À la mort du roi mérovingien Thierry IV en 737, il ne lui donne même pas de successeur, et personne ne trouve rien à redire. Il agit comme un souverain de fait, préparant subtilement le terrain pour la future dynastie carolingienne. À la conquête de l'histoire. Les campagnes militaires de Charles Martel sont remarquables par leur rapidité et leur stratégie. En Bourgogne, en 733, il soumet la région sans combat majeur, remplaçant les évêques et les patrices par des hommes qui lui sont fidèles. Son frère, Childebrand, deviendra d'ailleurs l'un des principaux seigneurs bourguignons, puis portera même le titre de duc. L'année suivante, il doit se détourner de la menace sarrasine pour répondre à une révolte des Frisons. Chose inhabituelle, Charles envoie une flotte pour mater ce peuple de marins. Le duc des Frisons, Popon, est tué et la région mise au pas. En 735, après la mort du prince d'Aquitaine Eudes, Charles Martel saisit l'opportunité de soumettre cette région autonome. Il franchit la Loire et la Garonne, capture Athon, l'un des fils d'Eudes, et entre triomphalement à Bordeaux. Preuve de son pragmatisme politique, il laisse Hunald, le second fils d'Eudes, à la tête du duché d'Aquitaine, n'exigeant qu'un serment de fidélité personnelle. À partir de 736, il focalise son attention sur la Provence. Ses campagnes militaires lui permettent d'étendre son autorité jusqu'à Marseille et Arles, en consolidant son contrôle du sud de la Gaule. Cette période est marquée par une expansion territoriale et une centralisation du pouvoir sans précédent. Cette mainmise des Francs sur le sud de la France ne plaît pas à tout le monde, et en 737, Charles Martel fait face à une nouvelle menace sarrasine en Provence, orchestrée par les deux patrices locaux, Anténor et Moronte. Ces derniers, détenant d'immenses domaines et cherchant à préserver leur autonomie, ont fait appel aux Arabes pour contrer l'influence grandissante de Charles Martel. Moronte, patrice de Marseille, convainc de nombreux seigneurs du danger représenté par le maire du palais. La population locale, ayant récemment souffert des incursions franques, accueille relativement bien les Arabes, qui, contrairement à ce qui fut fait en Hispanie, respectent dans un premier temps les droits des seigneurs et les privilèges des villes. Plusieurs cités provençales, dont Arles, Avignon, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Donzère et Valence, ouvrent leurs portes aux Sarrasins. Pour répondre à cette menace, Charles Martel délègue la reconquête de la Provence à son frère Childebrand, jusqu'alors resté dans son ombre. Bien que moins connu, Childebrand a toujours été un compagnon fidèle, participant à tous les combats depuis 714. L'opération s'inscrit dans une stratégie plus large, incluant une collaboration avec Liutprand, le roi des Lombards, également préoccupé par l'avancée arabe et ses implications pour l'Italie. Charles Martel le persuade de mener des attaques dans les défilés alpins. Le siège d'Avignon devient le point culminant de cette campagne. La ville, bien fortifiée sur le rocher des Dômes, est équipée de murailles et de fossés. Childebrand arrive avec une armée considérable, dotée de machines de siège, confirmant la volonté franque de reprendre les places provençales. Le récit du siège, rapporté par le continuateur de Frédégère, qui n'est autre que Childebrand lui-même, prend des accents bibliques. La prise d'Avignon est comparée à celle de Jéricho, justifiant par un parallèle religieux la brutalité de la conquête.
L'arrivée de Charles Martel avec des renforts s'avérera décisive. Après un siège de plusieurs semaines marqué par des combats intenses le long de la vallée du Rhône, les Francs parviennent à investir la ville. L'assaut final est sanglant, et les chroniques relatent un massacre total des traîtres provençaux. Cette campagne illustre la stratégie politique et militaire de Charles Martel. Repousser méthodiquement les menaces arabes, soumettre les territoires récalcitrants et étendre progressivement son autorité. L'épisode témoigne également des complexités politiques de l'époque, où les alliances locales, les rivalités territoriales et les enjeux religieux se mêlent dans un contexte de transformation profonde du pouvoir en Gaule. Cette campagne victorieuse renforce sa position de chef incontesté. Il prépare ainsi méthodiquement la transition dynastique. Roi sans couronne, il pose les fondements qui permettront à son fils Pépin de devenir roi en 751, transformant les Pipinides en Carolingiens et redessinant la carte politique de l'Europe. Après sa victoire à Avignon en 737, Charles Martel poursuit sa reconquête des territoires méridionaux dans la Septimanie, une région sous domination musulmane depuis près de 2 décennies. Son objectif principal est Narbonne, ville stratégique et capitale de l'ancienne Gaule narbonnaise. La ville, protégée par de puissants remparts et traversée par un bras de l'Aude, représentait un défi de taille pour le chef franc, qui met en place un siège en règle. Ce siège fut long et difficile. Charles Martel déploya une logistique impressionnante, mobilisant des ingénieurs, des terrassiers, des charpentiers et une multitude d'ouvriers. Le climat languedocien, marécageux et hostile, rendait l'entreprise encore plus ardue pour ces hommes du Nord. Méthodiquement, Charles fit creuser des ouvrages de circonvallation, construire des fortins le long du fleuve et installer des engins de jet pour isoler et affaiblir la cité. Ainsi, il bloque tous les accès à la ville. Alors que le siège s'éternise, le gouverneur d'Al-Andalus, Oukba, décide d'envoyer des renforts. Une flotte, commandée par Oumar ibn Khalid, parti des côtes catalanes, aborde le littoral languedocien au sud de Narbonne, près de l'embouchure de la Berre, rivière qui se jette dans l'étang de Sigean. Les musulmans débarquent près de Port-Mahon, où un quai construit par les Romains était encore utilisable. Pensant pouvoir compter sur l'effet de surprise, le général sarrasin établit un camp fortifié sur une hauteur, à la base de la péninsule de Port-Mahon. Il déplace ensuite sa force principale un peu plus haut le long de la rivière et s'y repose pour la nuit. Charles Martel est informé de l'approche d'Ibn Khalid. Craignant d'être pris en étau entre les défenseurs de la ville et la force qui vient de débarquer, il laisse une partie de ses forces pour maintenir le siège de Narbonne, puis marche rapidement avec le reste de son armée le long de la Via Domitia jusqu'à la vallée de la rivière Berre. Une fois arrivé dans la vallée, il place ses forces de manière à empêcher les Sarrasins de rejoindre la voie romaine. Grâce à de bonnes informations, Charles Martel connaît la position exacte des Sarrasins. Pour faire reposer son armée, il fait construire par ses hommes un camp sur les rives de la Berre, dans la vallée des Corbières. Le lendemain, alors que les Francs approchent de la position ennemie, ils se déploient dans leur ligne d'infanterie traditionnelle et passent à l'attaque. Selon la tradition, la bataille de la Berre a lieu dans une zone située entre la rivière et le marais aujourd'hui appelé étang de la Palme, près du village de Sigean. Comme lors de la bataille de Poitiers, les Francs sécurisent leurs flancs en se plaçant entre la rivière et le marais. Les musulmans ont eux la mer derrière eux, et leur camp occupe la seule hauteur disponible à proximité. Les Francs coupent ensuite les Sarrasins de leur camp par un simple mouvement en tenaille allant de leur droite vers leur gauche. L'infanterie franque avance ensuite lentement, poignardant et écrasant systématiquement tout ce qui se trouve devant elle. Comme à leur habitude, ils forment une véritable muraille, ne laissant aucune brèche dans la ligne et continuent à avancer, taillant leurs ennemis en pièces. Les deux camps se battent avec acharnement, mais lorsque Charles Martel tue de ses propres mains Ibn Khalid, les Sarrasins rompent les rangs et s'enfuient. Coupés de leur camp, ils tentent de regagner leur flotte, toujours à l'ancre à Port-Mahon.
Ils y vont soit à la nage, soit à bord de petites embarcations de pêche. Les Francs les poursuivent dans des barques, les noient ou les transpercent à coups de javelot, au point que les chroniques racontent que la mer se teinte de leur sang. Les Francs victorieux se tournent ensuite vers le camp sarrasin qui se rend rapidement et où les survivants sont faits prisonniers. Charles Martel retourne ensuite au siège de Narbonne. Mais celui-ci s'éternise et les nouvelles du Nord ne sont pas bonnes. Les Saxons s'agitent de nouveau. Laissant des troupes poursuivre le siège, il décide donc de rejoindre l'Austrasie, non sans ravager au passage la Septimanie, avec une sauvagerie sans doute exacerbée par le sentiment d'avoir été tenu en échec à Narbonne. Finalement, ce sera le fils de Charles, Pépin le Bref, qui libérera Narbonne en 759 et repoussera définitivement les Sarrasins de l'autre côté des Pyrénées. Lors du retour de Charles vers le nord, les villes sous domination musulmane comme Agde et Béziers furent détruites. Nîmes, qui se soumet, est épargnée, mais ses fortifications sont rasées par mesure de sécurité. De 737 à 739, Charles Martel poursuit ses campagnes militaires et diplomatiques avec une énergie remarquable. Après avoir réprimé une énième révolte des Saxons en 738, franchissant la Lippe et infligeant de lourdes pertes aux païens, il doit rapidement faire face à une nouvelle menace en Provence. Les Sarrasins, renforcés par des troupes venues d'Espagne et soutenues par Moronte, ont repris le contrôle des vallées alpines, de la côte, d'Arles et d'Avignon. La situation géopolitique est complexe. Les Francs et les Lombards ont un ennemi commun, mais leurs intérêts sont divergents. Le roi lombard, Liutprand, chrétien et ambitieux, cherche à unifier l'Italie, ce qui inquiète le pape Grégoire III, lequel cherche un nouveau protecteur contre les Lombards. Charles Martel joue un jeu diplomatique subtil. Il privilégie l'alliance avec Liutprand contre les Sarrasins et descend vers le sud avec son armée. Il reprend une nouvelle fois Avignon, traverse la Durance, avance jusqu'à Aix et poursuit les Arabes dans les hautes vallées alpines. Sa campagne est impitoyable. Il n'hésite pas à faire décapiter l'évêque de Viviers, jugé trop coopératif avec les envahisseurs musulmans, et dévaste la région avant de regagner ses territoires. Un épisode intéressant illustre alors les subtilités diplomatiques de l'époque. L'envoi de Pépin, fils de Charles Martel, auprès de Liutprand pour un rituel de coupe de cheveux. Mentionné par Paul Diacre vers 790, cet événement a intrigué de nombreux historiens. Ce rituel, loin d'être anodin, revêt une importance culturelle et politique considérable. Couper les cheveux est un geste qui signifie l'alliance, minimise les différences ethniques et crée un lien spirituel. Liutprand devient ainsi le père spirituel de Pépin, ce qui scelle l'alliance contre les musulmans. De multiples chroniques médiévales confirment ce récit, insistant sur son caractère diplomatique. Le rituel capillaire a une dimension symbolique profonde. Modifier la coiffure, c'est rapprocher l'étranger, effacer les différences. Les Francs et les Lombards accordent une importance cruciale à l'apparence extérieure. Un changement de coiffure ou de vêtements signifie l'intégration ou la soumission. Liutprand lui-même avait imposé aux habitants de Campanie de se raser et de s'habiller à la mode lombarde. La loi salique offre des indications intéressantes. On ne coupait traditionnellement pas les cheveux d'un garçon avant 12 ans. Les coupes de cheveux scandaient les étapes de la vie masculine. Première coupe à la fin de l'enfance, rasage de la barbe à l'âge adulte. Ce récit illustre la complexité des relations diplomatiques au Haut Moyen-Âge, où les alliances se nouaient par des gestes symboliques chargés de sens, où la politique se négociait autant par des rituels que par des batailles, et où un simple geste, comme couper les cheveux, pouvait influer sur le destin de royaumes entiers. En 739-740, les relations entre le pape Grégoire III, Charles Martel et le roi lombard Liutprand sont tendues. Le contexte géopolitique est complexe. Comme je l'ai expliqué plus tôt, Liutprand cherche à unifier l'Italie, menaçant l'indépendance du pape, qui doit également faire face aux ambitions de l'empereur byzantin Léon III. Grégoire III se tourne donc vers Charles Martel, présenté par Boniface comme le défenseur du monde chrétien. Il lui envoie 2 lettres en 739, restées sans réponse. Dans la seconde lettre,
le pape exprime sa profonde douleur face aux persécutions lombardes, suppliant Charles de le protéger. Il insiste sur le fait que les Lombards ont pillé les offrandes à Saint-Pierre et menacent ses territoires. En 740, Grégoire III change de stratégie. Il envoie une ambassade à Charles Martel, conduite par Auchard, qui porte des cadeaux symboliques, les clés et les chaînes de Saint-Pierre. L'ambassade est reçue à Quierzy, et le pape adresse alors un message dramatique à Charles, le qualifiant de vice-roi et jouant sur ses sentiments religieux. La lettre pontificale est habile. Elle dénonce les mensonges des Lombards, décrit leurs exactions et menace subtilement Charles du salut de son âme s'il n'intervient pas. Le pape l'exhorte à défendre l'Église, utilisant une rhétorique mêlant émotion et chantage spirituel. Charles Martel, prudent, ne veut pas compromettre son alliance avec Liutprand, crucial pour contrer les Sarrasins. Il opte pour la diplomatie. Il envoie à Rome une ambassade composée de Grimaud, l'abbé de Corbie, Sigobert, moine réputé pour sa sainteté, et Godobaldus, abbé laïque de Saint-Denis. Ces ambassadeurs sont chargés de proposer une médiation entre le pape et Liutprand. Ils rencontrent également le roi lombard. Le résultat final semble positif. Liutprand se retire à Pavie et restitue certaines des places fortes qu'il avait prises au pape. Pour le remercier de son intervention, le pape envoie à Charles des manuscrits précieux, un traité de médecine d'Oribase, des textes de Cassien et Saint-Augustin, des évangéliaires et des règles monastiques. Après des années de campagne militaire et de consolidation politique, c'est un Charles Martel affaibli qui séjourne dans sa villa de Quierzy-sur-Oise, rongé par la maladie. Malgré une apparente tranquillité, le royaume franc reste malgré tout fragile, menacé par les musulmans, les Saxons, les Frisons et les velléités d'indépendance en Aquitaine. Au cours de l'été 741, Charles Martel est atteint d'une forte fièvre et il mourra le 22 octobre de la même année. Il sera inhumé à l'abbaye de Saint-Denis, aux côtés des rois mérovingiens. Bien que n'ayant jamais porté le titre de roi, Charles Martel est considéré comme le véritable fondateur de la dynastie carolingienne. Son règne a profondément transformé le paysage politique et culturel des Francs. En 715, le royaume était déchiré par des guerres intestines. En 741, il est relativement unifié, dirigé par un pouvoir central fort. La succession reste néanmoins problématique. Charles laisse plusieurs enfants, légitimes et illégitimes, dont Carloman et Pépin. Ces derniers agissent initialement comme de véritables souverains dans leurs territoires respectifs, tout en maintenant symboliquement un roi mérovingien, Childéric III, sur le trône. En 747, se produira un tournant décisif. Carloman, après avoir massacré des chefs alamans, est saisi de remords. Il décide alors de se retirer dans un monastère. Pépin le Bref devient alors le seul maître du royaume. Contrairement à son père, il ne se satisfait pas du titre de maire du palais et veut monter sur le trône royal. Avec le soutien stratégique des moines de Saint-Denis et l'approbation du pape Zacharie, il prépare soigneusement sa promotion. En mars 751, il est officiellement élu roi à Soissons, marquant la fin effective de la dynastie mérovingienne. En novembre de la même année, il se fait sacrer à Saint-Denis, un acte qui consolide définitivement son pouvoir et représente l'aboutissement de l'œuvre de son père. L'héritage de Charles Martel est globalement positif, mais comporte des zones d'ombre. Certaines régions périphériques restent difficiles à contrôler. L'Alémanie, la Bavière, l'Aquitaine conservent une relative autonomie. Les Frisons et les Saxons ne sont pas totalement soumis, et Charlemagne devra mener de nombreuses campagnes pour les pacifier. Sur le plan culturel, Charles Martel a été un précurseur majeur. En plaçant des comtes et des évêques dévoués, en développant un système de vassalité et en favorisant l'expansion monastique, il a contribué à l'unification culturelle et religieuse du monde franc.
Sa relation avec l'Église fut complexe. Bien qu'accusé d'avoir spolié des biens ecclésiastiques, il a puissamment contribué à la propagation du christianisme. En encourageant les échanges monastiques et l'arrivée de missionnaires anglo-saxons, il a posé les bases d'une culture occidentale chrétienne. Sa diplomatie avec Rome, sans intervention militaire directe, a préparé le terrain pour l'alliance future entre la monarchie franque et la papauté, dont le couronnement de Charlemagne en 800 sera l'apogée.